Nous sommes le pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Je sais de quoi est capable le Kremlin et tout ce groupe de corrompus du Kremlin. Alexeï Navalny ne baissait jamais les bras. Il marchait devant les autres. Son trait de caractère principal, c'était le courage personnel. Ils ont fait tout pour qu'il meure. Ce meurtre public a montré à tout le monde que Poutine est capable de tout. Sa famille aura dû attendre 2 semaines pour ses funérailles sous haute surveillance. Le temps que Moscou accepte de remettre le corps. Le temps, selon les proches de l'opposant, de cacher les preuves de son implication. Ils l'ont tué. Et même après ça, ils ont abusé de son corps et de sa mère. Ce meurtre public a montré à tout le monde que Poutine est capable de tout. Vous ne négociez pas avec un homme politique, mais avec un monstre qui a du sang sur les mains. Poutine est à la tête d'un gang criminel. Putin is the leader of an organized criminal gang. Toujours à ses côtés, son épouse Yulia Navalnya promet de continuer le combat pour lequel il a donné sa vie. L'engagement d'Alexeï Navalny commence dans la rue. Décembre 2011, à Moscou, des dizaines de milliers de manifestants protestent contre les fraudes aux élections législatives. Les moscovites sont en colère. Et je vois que les gens feront tout pour protéger leurs droits, mais il n'y aura rien de dramatique. Il n'y aura pas de révolution, mais ils demanderont juste des élections libres, et je suis sûr qu'on réussira. C'est pendant ces manifestations qu'il forge ses arguments contre le pouvoir. Il évolue aussi, lui qui était un militant nationaliste, aux prises de position parfois xénophobes, et en quelques mois, il s'impose comme le leader de l'opposition au Kremlin. C'est qui le pouvoir ici ? Nous sommes le pouvoir. On ne veut pas le monopoliser, mais nous sommes le peuple. Nous avons notre voix. C'est pour ça que nous sommes le pouvoir. C'est à cette période que le journaliste Igor Sadriev commence à le suivre. Ce n'était pas juste une lutte David contre Goliath, mais contre un système totalitaire contre lequel il est très difficile de s'attaquer. Il faut être courageux. Lorsqu'il était au début de son chemin, ce système se renforçait. Mais Alexeï Navalny ne baissait jamais les bras. Il trouvait de nouveaux moyens de contrecarrer Poutine. Mais malgré la pression et les interpellations successives, il voit plus loin et veut porter la colère dans les urnes. Juillet 2013, Alexeï Navalny se lance à l'assaut de la mairie de Moscou. Il fait face au maire sortant, Sergueï Sobyanin, un proche de Vladimir Poutine. Accusé dans une affaire de détournement, il est un temps menacé de ne pas pouvoir se présenter. Le principal objectif de cette affaire est de m'écarter de la scène politique. Condamné à 5 ans de prison avec sursis, il maintient sa candidature et mène campagne contre la corruption à un rythme effréné. 5 meetings par semaine dans des lieux tenus secrets jusqu'à la dernière minute. Nous sommes différents de ceux qui occupent les bureaux de la mairie et du Kremlin, car ils n'ont qu'un seul programme, voler le peuple.
Nous sommes le pouvoir. Nous sommes le pouvoir. Et surprise, il obtient plus de 27% des voix, malgré les verrous du Kremlin. Navalny était un homme réellement courageux. Dans ce régime où c'est la personne qui tient le pouvoir, c'est le règne personnel. Il ne s'agit pas de la confrontation d'idéologie, mais de caractère. Navalny appelait les gens à sortir dans la rue, et il le faisait en étant proche d'eux. Il sortait lui aussi. Il était chef de file. Il marchait devant les autres. Son trait de caractère principal, c'était le courage personnel. Diffamation, escroquerie, organisation de manifestations, peu importe la cause, il est arrêté et jugé à plusieurs reprises. À l'époque, ses prises de position crispent parfois, même dans son camp, comme en 2014, lorsqu'il refuse de condamner l'annexion de la Crimée. Mais son combat contre la corruption continue de faire de lui le premier opposant au pouvoir. Il ne cache pas son ambition, l'élection présidentielle. En 2017, il entame sa route vers le Kremlin. Aujourd'hui, avec une grande joie, avec fierté, je peux déclarer que grâce à vous et grâce aux personnes admirables, extraordinaires à travers le pays qui l'ont rendu possible, je suis là comme candidat à la présidentielle, comme candidat de tout le pays, de toute la Russie. Nous sommes prêts à gagner ces élections. Nous sommes prêts et nous les gagnerons. Après des mois de campagne, il est finalement interdit de se présenter sous prétexte d'une énième condamnation de justice. Vladimir Poutine a peur de moi, peur des gens que je représente et bien sûr, il a peur de ma campagne électorale. Je suis une personne raisonnable. Je comprends à qui j'ai affaire et je sais de quoi est capable le Kremlin et tout ce groupe de corrompus du Kremlin qui ont à leur service pratiquement des légions de tueurs. Ce dont est capable le Kremlin, il le découvre le 20 août 2020. De retour de Sibérie à la rencontre de militants, il s'effondre dans l'avion. L'opposant vient d'être empoisonné au Novichok, un puissant agent neurotoxique. Pour le prouver, son équipe fouille sa chambre avant l'arrivée de la police. Alors personne n'a touché les bouteilles avec ses mains ? Non. Le Kremlin n'a jamais officiellement admis être responsable de cet empoisonnement. Navalny a le soutien des services spéciaux américains. Et si c'est vrai, c'est assez intéressant. Mais ça ne signifie pas du tout qu'il faille l'empoisonner. Qui a besoin de lui? Si on avait voulu, l'affaire aurait été menée à son terme. Après 5 mois de convalescence à Berlin, il fait le choix de renoncer à sa liberté et rentre en Russie, malgré les menaces ouvertes du Kremlin. Il est arrêté immédiatement à sa sortie de l'avion et condamné à 19 ans de prison pour extrémisme. J'ai vu beaucoup de parodies de justice ici. Il semble que le papy dans son bunker a tellement peur qu'on déchire et qu'on jette le code de procédure pénale à la poubelle. Ce qui se passe ici est tout simplement impossible. C'est l'illégalité la plus totale. Alors, il décide de frapper un grand coup. Il affirme que le chef du Kremlin s'est fait construire cet immense palais sur les bords de la mer Noire. C'est sans exagération l'installation la plus secrète et la plus gardée de Russie. Et ce n'est pas une maison de campagne ou une résidence secondaire, mais une ville entière, plutôt un royaume. Elle possède des clôtures imprenables, son propre port, ses propres gardes, une église, son propre point de contrôle, une zone d'interdiction de vol et même son propre poste frontière. C'est un État au sein de la Russie. Et dans cet État, il n'y a qu'un tsar, inamovible, Poutine. Rien de ce qui est décrit ici comme étant ma propriété ne m'appartient ou ne m'a appartenu.
Ni à moi, ni à mes proches, jamais. Vladimir Poutine veut faire taire à tout prix cet opposant gênant. Décembre 2023, Alexeï Navalny est transféré dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique, la plus isolée du pays. Il est mort en colonie après 3 ans de torture. Il a été torturé. Il a été à l'isolement, dans une boîte en béton. Imaginez, c'est une pièce de 6 ou 7 mètres carrés. Il n'y a rien à part une chaise, l'évier, les toilettes et un lit attaché au mur pour qu'il ne puisse pas s'allonger correctement. Une tasse, un livre, une brosse à dents, plus rien d'autre pendant des centaines de jours. Il a été torturé, on l'a coupé du monde. On sait ce que c'est 6 mètres carrés de béton. Et on sait que pendant toute cette période en prison, la situation était passée de pire en pire. Et il était tué jour par jour. Il était tué petit à petit. Et ils ont fait tout pour qu'il meure. Jusqu'au bout, il trouve quand même la force de garder son optimisme et son humour. Dans ses dernières paroles, la veille de sa mort, il plaisante avec le juge. Monsieur le juge, je vais vous envoyer mon numéro de compte personnel pour que vous puissiez utiliser votre énorme salaire de juge fédéral pour alimenter mon compte personnel, car je n'ai plus d'argent. Et grâce à vos décisions, il va s'épuiser encore plus vite. Écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. S'il décide de me tuer, ça veut dire que nous sommes incroyablement forts. On doit utiliser ce pouvoir. Lui, l'opposant, le martyr, n'avait qu'un seul souhait, que son combat ne meure pas avec lui.